Bonjour. Sans plus d'introduction, bienvenue dans Mythologie grecque décomplexée. Installe-toi confortablement et serre-toi un verre. Aujourd'hui, je te raconte l'Odyssée. Lorsque l'Odyssée commence, Ulysse est déjà loin de Troie et a vécu bien des choses. Ces choses, nous les connaîtrons plus tard lorsqu'il en fera le récit au roi Alcinoos. Vous inquiétez pas, ça arrive. Malheureusement, s'il est loin de Troie, il n'est pas près de chez lui pour autant. Une jeune nymphe nommée Calypso le retient auprès d'elle car elle est folle amoureuse de lui. Désespéré, il ne cesse de pleurer en contemplant l'océan, désirant plus que tout retrouver sa patrie, mais sans aucun moyen de rentrer. Les dieux le prennent en pitié, sauf Poséidon qui souhaite le faire douiller à mort. Alors un jour que le dieu des océans est parti festoyer, Zeus décide de filer un coup de main au héros. Il décide qu'on enverra bientôt Hermès auprès de Calypso pour lui ordonner de relâcher son prisonnier dont elle est si follement amoureuse. Athéna, elle, part en direction d'Ithaque pour aider Télémaque, le fils d'Ulysse, à retrouver son père. Arrivée dans le palais d'Ithaque, elle prend la forme d'un vieil homme étranger et constate que le domaine est plein de prétendants pas très respectables qui se pressent autour de Pénélope, la reine, afin de demander sa main en mariage. Car si nous savons qu'Ulysse est en vie, à Ithaque ça va faire 20 piges qu'on l'a pas vu, alors la question du successeur se soulève. Quand Télémaque remarque Athéna, il se dirige vers elle pour lui proposer l'hospitalité. Lorsqu'il lui demande qui elle est, celle-ci lui explique qu'elle s'appelle Mentor, qu'elle est un marchand en voyage et que son navire l'a déposée ici plus ou moins par hasard. Elle glisse dans la conversation que le roi d'Ithaque est bel et bien vivant et qu'il sera bientôt de retour car son esprit vif est fertile en ruse. Elle conseille à Télémaque de prendre la mer à son tour avec une vingtaine de rameurs et d'aller interroger des gens pour savoir ce qu'est devenu son père après son départ de Troie. Elle recommande notamment le vieux Nestor à Pylos et Ménélas à Sparte qui auraient sûrement des infos sur Ulysse. Enchanté par l'idée, Télémaque réunit tous les prétendants pour leur annoncer que demain, il va falloir qu'ils dégagent tous immédiatement. Ils lui répondent avec des moqueries. Télémaque s'en fout. Demain, il partira chercher son père. Du coup, c'est évident, mais je vais le dire, demain arrive. Et là, il faut décoller. Le prince se pare de sublimes vêtements et chope son épée, puis convoque tous les prétendants dans l'agora. Il leur explique que pour lui, la situation est, un peu relou. J'ai à parler de mes propres intérêts et du double malheur tombé sur ma demeure. Car d'une part, j'ai perdu mon père irréprochable, qui autrefois vous commandait, et qui pour vous aussi était doux comme un père. Et, d'un autre côté, voici maintenant... Et c'est un mal pire qui détruira bientôt ma demeure et dévorera tous mes biens, que des prétendants assiègent ma mère contre sa volonté. On lui répond que l'autre on n'aurait pas besoin de l'assiéger si elle voulait bien la donner, sa volonté. Ça fait 4 ans, elle les prend pour des cons. Et son dernier stratagème a été découvert. Une magnifique toile prend vie sous ses mains et elle refuse toute demande en mariage tant que l'œuvre ne sera pas achevée. Et pour gagner du temps, la nuit, elle défait tout ce qu'elle a tissé au cours de la journée. Seulement, elle finit par se faire balancer par une de ses servantes et elle se retrouve contrainte de terminer sa création puis de choisir un époux, sinon la situation peut devenir assez moche assez vite. Télémaque leur dit que dis donc, vous faites chier les gars, arrêtez de faire les malins et filez-moi un navire et des matelots quoi !» Ce à quoi on lui répond d'aller se faire voir. Il obtient quand même de quoi partir sur les flots à la recherche de son père grâce à Athéna. Il est donc temps de mettre les voiles. Télémaque et son équipage voguent un certain temps avant d'arriver à Pylos. Là, Athéna, toujours cachée sous les traits de Mentor, guide Télémaque jusqu'au vieux Nestor. Il le trouve en train de grailler sur le sable au bord d'une plage avec ses fils. Nos 2 voyageurs sont reçus immédiatement et on leur donne à eux aussi de la nourriture et du vin. Une fois la bectance engloutie, Nestor demande qui sont ces 2 visiteurs. Télémaque prend la parole et lui annonce son identité ainsi que la raison de sa venue. Il veut savoir ce qu'il est arrivé à son père. Nestor répond que tout ce qu'il sait, c'est qu'après avoir fait chuter Troie, les navires grecs ont été dispersés par une force divine, probablement la colère de Zeus. Il a juste eu le temps de remarquer Ulysse qui rejoignait Agamemnon à la nage, et ce fut la dernière fois qu'il le vit, car il a ensuite poursuivi sa route jusque Pylos, chez lui. Il ne sait plus rien de ses anciens compagnons d'armes, si ce n'est que Pyrrhus a ramené les Myrmidons sains et saufs, de même que Philoctète avec ses hommes et Idoménée avec les siens. Agamemnon est rentré chez lui, il s'est sauvagement fait assassiner par un membre de sa famille, pendant que Ménélas faisait du tourisme. Le vieillard ajoute que Télémaque devrait aller voir ce dernier, le roi Ménélas, afin de lui demander s'il a vu ou entendu parler d'Ulysse pendant ses voyages à lui. Mais en attendant, allons nous coucher.
Athéna complimente Nestor avant de disparaître comme un aigle. C'est là que Nestor a l'intime conviction qu'un être humain qui disparaît, c'est peut-être éventuellement un dieu, et que le vieil homme qui accompagne Télémaque serait en fait la déesse Athéna. Télémaque en a l'intuition mais sans en être sûr, alors Nestor le lui assure et lui dit que si Athéna est de son côté, alors tout ira bien, car la déesse porte une affection particulière à Ulysse dont elle reconnaît l'intelligence. Si elle reste aux côtés de Télémaque, alors c'est bon signe, car si Ulysse était mort, elle ne prendrait pas la peine de faire tout ça. Il ordonne ensuite que l'on fasse atteler 2 chevaux à un char, afin que le jeune prince d'Ithaque puisse parcourir la centaine de kilomètres qui séparent Pylos de Sparte, sa prochaine destination. Il galope nuit et jour et arrive enfin dans le royaume du blond Ménélas. Comme ça a été le cas avec le vieux Nestor, Télémaque est reçu immédiatement par Ménélas qui, lui aussi, était en train de festoyer. Il leur permet de prendre un bain pour se décrasser de toute la poussière du voyage et leur offre de quoi casser la croûte. Pendant que ses hôtes mangent, ébahis par la splendeur du palais, Ménélas leur explique que l'argent ne fait pas le bonheur et que son âme est bien attristée par tous les périples qu'il a faits, par son frère qui est assassiné et par Ulysse qui a disparu après avoir énormément galéré. Télémaque verse une petite larme lorsqu'il apprend que, depuis, on n'a jamais revu son père. Alors Ménélas le regarde plus attentivement et remarque que son invité est le portrait craché du héros qui a affronté tant de difficultés pour lui. Il n'en dit rien jusqu'au lendemain matin où il s'assoit sur le lit de Télémaque pour lui demander ce qui l'a poussé à venir jusqu'ici. Une fois informé du but de la visite, Ménélas fait le récit de ce qu'il s'est passé après la guerre. Lui, il s'est retrouvé bloqué sur une île où l'absence de vent l'empêchait de partir. Il a dû demander au vieillard de la mer, qui est bien désigné comme tel, un dieu marin, de le guider à travers les démarches à mettre en place pour pouvoir rentrer chez lui. Il a ainsi appris qu'il devait aller en Égypte pour offrir des hécatombes sacrées aux dieux, que son frère est mort et qu'Ulysse est bloqué dans les demeures de la nymphe Calypso. Pendant ce temps, à Ithaque, les prétendants insolents apprennent que Télémaque a réussi à trouver un navire et s'est rendu à Pylos voir le vieux Nestor. Ils décident que cet acte est d'une impertinence notable, et que s'il cherche son père, il est probable qu'il finisse par le trouver, alors il faut le tuer le plus vite possible. Un mec alerte Pénélope qui, à son tour, fait transmettre l'information à Laërte, le père d'Ulysse. Les prétendants envoient un navire avec 20 pélos direction Télémaque. Mais d'abord, ils font une escale à Astéris, une petite île avec un port où ils peuvent se reposer. Chez les dieux, Athéna rappelle à ses comparses les malheurs d'Ulysse et les informe que désormais, son fils est également en danger, menacé par les prétendants de Pénélope. Zeus lui répond que c'est bien étonnant parce qu'elle a pourtant décidé de prendre les choses en main. Il lui ordonne de conduire Télémaque sain et sauf chez lui. Il intime ensuite à Hermès l'ordre d'aller dire à Calypso de relâcher Ulysse et de le laisser repartir sur un radeau uni par des liens, seul et prêt à affronter de nouveaux dangers, sans qu'aucun dieu ou mortel ne l'accompagne à bord. Ce qui ne sera pas tout à fait vrai tout au long, mais ok. Hermès débarque donc dans la grotte de Calypso qui le reçoit avec bienveillance, offrant elle aussi la bectance à son hôte avant même de lui demander les raisons de sa venue. Une fois rassasié, Hermès tient le discours suivant. On dit qu'un homme est auprès de toi, le plus malheureux de tous les hommes qui ont combattu pendant 9 ans autour de la ville de Priam, et qui l'ayant saccagé dans la 10e année, montèrent sur leur nef pour le retour. Et ils offensèrent Athéna, qui souleva contre le vent les grands flots et le malheur, et tous les braves compagnons d'Ulysse périrent, et il fut lui-même jeté ici par les vents et les flots. Maintenant, Zeus t'ordonne de le renvoyer très promptement, car sa destinée n'est point de mourir loin de ses amis, mais de les revoir et de rentrer dans sa haute demeure et dans la terre de la patrie. Calypso répond que c'est injuste, qu'Ulysse elle s'en occupe super bien, qu'il est logé, nourri, blanchi et qu'elle le préserve même de la vieillesse, alors franchement ça fait chier là. Mais il n'est pas permis de résister à la volonté de Zeus, aussi Calypso accepte en rechignant. Elle se dirige vers le héros échoué dont les larmes ne cessent de couler, assis au bord de l'eau. Elle l'informe qu'il peut partir. Elle ne le retient plus, il n'a qu'à construire un radeau. D'abord content, Ulysse se dit qu'elle le prend un peu pour un con à l'envoyer traverser la mer déchaînée sur un vieux radeau fait maison. Elle jure alors sur le Styx qu'elle ne médite aucun coup de pute et qu'elle fera même souffler pour lui un vent aimable pour le faire avancer. Cependant, elle lui annonce quelque chose qui ne le rend pas vraiment joisse, c'est-à-dire qu'il n'a pas idée des ennuis qui l'attendent et que s'il avait idée des ennuis qui l'attendent, il préférerait grandement rester ici à tout jamais. Sage et surtout désespéré, Ulysse répond qu'il affrontera toutes les difficultés qu'on lui enverra si ça lui permet de revoir sa femme, son fils et son royaume. Pendant 4 jours, le roi et la nymphe construisent le radeau. Au 5e jour, ils le foutent à la flotte, Ulysse grimpe dessus et met les voiles. Pendant 17 jours, il navigue, seul au monde.
Le 18e jour, il aperçoit les montagnes phéaciennes vers lesquelles il se dirige. Sauf qu'à ce moment-là, le dieu qui ébranle la terre, le grand Poséidon, revient d'Éthiopie et il aperçoit Ulysse sur son radeau. Poséidon est estomaqué parce que lui, pour des raisons personnelles du style Ulysse a éborgné un de ses fils, il veut tout sauf le voir s'amuser à vivre sa meilleure vie. Alors il déclenche une terrible tempête et l'envoie dans la direction de notre héros. Et une grande lame, se ruant sur lui, effrayante, renversa le radeau. Et Ulysse en fut enlevé, et le gouvernail fut arraché de ses mains, et la tempête horrible des vents confondus brisa le mât par le milieu, et l'antenne et la voile furent emportées à la mer. Et Ulysse resta longtemps sous l'eau, ne pouvant émerger de suite à cause de l'impétuosité de la mer. Et il reparut enfin, et les vêtements que la divine Calypso lui avait donnés étaient alourdis, et il vomit de l'eau salée, et l'écume ruisselait de sa tête. Mais bien qu'affligé, il n'oublia point le radeau, et nageant avec vigueur à travers les flots, il le ressaisit, et, se sauvant de la mort, il s'assit, et les grandes lames impétueuses emportaient le radeau, çà et là. Une ancienne amante de Zeus, devenue déesse, Ino, l'aperçoit et lui dit de se foutre à poil, d'abandonner le radeau et de nager jusqu'à la terre des Phéaciens où il sera sauvé. Elle lui remet une bandelette immortelle à étendre sur sa poitrine pour ne plus craindre la mort ni la douleur. Cette bandelette, il devra la retirer et l'acheter à l'eau une fois qu'il sera arrivé sain et sauf sur le rivage. Pendant 2 jours et 2 nuits, Ulysse nage, non-stop, uniquement aidé par Athéna qui apaise la mer tumultueuse dont la fougue a été titillée par Poséidon. Ainsi, le roi d'Ithaque, le Sgeg-à-l'air, ou à l'eau, arrive enfin sur les côtes phéaciennes. Sauf que c'est le coup dur. Il n'y a pas de port, pas de plage, juste des caillasses. En voyant cela, Ulysse découvre un nouveau type de désespoir. Les rochers aigus se dressent, les flots impétueux écument de tous côtés et la côte est escarpée. La profonde mer est proche, et je ne puis appuyer mes pieds nulle part, ni échapper à mes misères. Et peut-être le grand flot va-t-il me jeter contre ces roches, et tous mes efforts seront vains. Si je nage encore, afin de trouver ailleurs une plage heurtée par les eaux, ou un port, je crains que la tempête me saisisse de nouveau et me rejette, malgré mes gémissements dans la haute mer poissonneuse. Ou même qu'un dieu me livre à un monstre marin. Je sais en effet combien l'illustre qui ébranle la terre est irrité contre moi. Il esquive la mort à plusieurs reprises quand les vagues le précipitent contre les rochers saillants, car Athéna veille et le guide par télépathie. Elle lui inspire d'abord l'idée de s'accrocher à un des rochers pour résister à une des vagues, ce qui réussit, mais le reflux l'emporte au large en lui arrachant la peau des mains. Il est de nouveau un pantin presque désarticulé dans l'eau, alors Athéna lui donne une autre idée, celle de longer la côte. Il arrive à l'embouchure d'un fleuve paisible qui le met à l'abri du vent et des remous. Finalement, Ulysse se hisse hors du fleuve et se laisse tomber par terre, aussi épuisé physiquement que mentalement. Cela fait quasiment 3 semaines depuis qu'il a quitté Calypso, et un peu de repos est fortement apprécié. Pendant qu'Ulysse tape son meilleur dodo, Athéna médite la suite de l'aventure. Elle se dirige vers le palais du roi de Phéacie, Alcinos, et entre dans la chambre de la princesse. Celle-ci est en désordre avec des robes partout par terre. En prenant l'apparence d'une femme normale, Athéna annonce en songe à la princesse qu'il serait temps qu'elle aille laver ses fringues au bord du fleuve. Au réveil, celle-ci s'exécute avec ses servantes. Une fois le linge lavé, rincé et étendu au bord du fleuve, les jeunes femmes prennent leur repas et s'amusent. Tout le monde bouffe dans l'Odyssée, tout le temps. Alors Athéna juge le moment opportun pour réveiller Ulysse qui pionçait non loin. Il arrache une branche d'un arbre pour cacher son sgeg, je vous jure que c'est un détail qui est vraiment dit dans l'Odyssée, et se dirige vers les jeunes femmes dont il entend les cris amusés. Cris qui sont nettement moins amusés lorsqu'elles le voient. Toutes s'enfuient, sauf Nausicaa, la princesse. Ils font les présentations et Nausicaa accepte d'aider Ulysse, de l'amener dans la ville, de le nourrir, le laver, lui offrir des vêtements et lui porter toute l'aide qu'un invité peut demander à celui qui l'héberge. Une fois qu'Ulysse est prêt à décoller, Nausicaa et ses servantes le guident à travers les bois. Lorsqu'ils arrivent devant le palais de Nausicaa et son père Alcinos, elle et Ulysse se séparent. La première rentre dans le palais, le second reste en ville. Athéna prend les traits d'une jeune vierge et Ulysse lui demande le chemin de la demeure du roi Alcinos, alors qu'il avait juste à suivre la princesse au lieu de rester en ville. Elle l'y emmène avant de disparaître. Alors le héros pénètre dans le bâtiment et découvre des rois et des princes qui faisaient des libations avant d'aller se coucher. Il traverse le hall et débarque devant Alcinos et sa femme, la reine arrêtée. Tu vas arrêter tout de suite de faire des blagues de merde, Margot. Il leur demande de l'aide et l'hospitalité.
Ceux-ci le reçoivent gracieusement et l'installent sur un trône brillant. Alcinous déclare ensuite que le lendemain matin, on convoquera tous les vieillards pour faire des sacrifices aux dieux pour que, sans peine et sans douleur, Ulysse puisse rentrer dans sa patrie sain et sauf. Ulysse le remercie et exprime sa gratitude quant à la gentillesse et la bienveillance du couple royal. Les monarques lui demandent enfin qui il est et comment ça se fait qu'il soit arrivé par errance totale sur les flots, alors il leur répond « Il me serait difficile, reine, de raconter de suite tous les maux dont les dieux ouraniens m'ont accablé. Mais je te dirai ce que tu me demandes d'abord. Il y a au milieu de la mer une île qu'habite Calypso, déesse dangereuse aux beaux cheveux, fille rusée d'Atlas, et aucun des dieux ni des hommes mortels n'habite avec elle. Et je passai là 7 années, et je mouillai de mes larmes les vêtements immortels que m'avait donnés Calypso. Mais quand vint la 8e année, alors elle me pressa elle-même de m'en retourner, soit par ordre de Zeus, soit que son cœur eût changé. » Il raconte ensuite les 18 jours de navigation, la tempête de Poséidon, les rochers escarpés contre lesquels la mer l'a jeté, la nage jusqu'au fleuve, la rencontre avec Nausicaa. Alcinous réitère sa volonté d'aider le héros à rentrer chez lui et Ulysse, plein de joie, remercie Zeus et lui souhaite une gloire immortelle s'il le laisse rentrer chez lui sans encombre. Au petit matin, Athéna fait le tour des princes et des chefs phéaciens afin de leur dire d'aller fissa à l'agora écouter ce que le roi a à dire sur un curieux naufragé. Bientôt, l'agora est pleine à craquer d'hommes qui observent Ulysse avec intérêt. Le roi explique que le héros est arrivé ici et qu'il ne restera pas plus longtemps à pleurer car on va l'aider à rentrer. 52 jeunes hommes vont chercher un navire, le traînent à l'eau, préparent les voiles et retournent au palais pour casser la croûte. Je vous ai dit, ils bouffent tout le temps. Le roi sacrifie 12 brebis, 8 porcs, 2 bœufs, et on passe à table. Alcinous redemande à Ulysse qui il est, qui sont ses parents, d'où il vient et quelles mésaventures il a connues. Ulysse raconte alors toute son aventure. D'abord, en quittant Troie, il se retrouve chez les Cicones. Il y fait un véritable carnage et distribue les femmes en esclaves à ses comparses. Il leur ordonne ensuite de rejoindre les bateaux pour reprendre la mer, mais personne ne l'écoute, préférant faire la fête. Malheureusement, quelques-uns des Cicones ont survécu et ont eu le temps d'appeler du renfort. Si les compagnons d'Ulysse leur tiennent tête sans difficulté au début, certains commencent à se faire avoir à l'usure et mordent de la poussière. Alors les autres, Ulysse compris, s'enfuient sur les navires et mettent les voiles. Ils sont heureux d'avoir échappé à la mort, mais pas pour longtemps, car Zeus déclenche une terrible tempête qui emporte les navires, tourmentant les navigateurs pendant 9 longs jours. Ils arrivent donc, sans le vouloir, sur l'île des Lotophages, un peuple qui tient son nom du fait qu'ils se nourrissent d'une plante nommée le lotos. Le problème avec le lotos, c'est que c'est une plante qui fait tout oublier. Alors quand Ulysse envoie des éclaireurs rencontrer les autochtones, ceux-ci leur font goûter la douce fleur qui leur fait oublier leur mission et leur patrie. Ils sont heureusement ramenés de force sur leur navire, qui reprennent la mer immédiatement. Ils débarquent ensuite sur la terre des Cyclopes. Ils y découvrent un enclos avec plein de brebis, propriété d'un cyclope Polyphème qui vivait à l'écart des autres. Il prend 12 de ses plus braves hommes et s'aventure dans la demeure du géant. Ils y trouvent du fromage, des étables pleines d'agneaux et de chevaux, des vases remplis de lait, plein de denrées alimentaires que les compagnons d'Ulysse supplient de ramener au navire. Mais Ulysse refuse, préférant les obtenir en tant que cadeaux plutôt que les voler. Aussi, il ordonne d'attendre l'arrivée du maître des lieux. Seulement lorsque le cyclope arrive et place une énorme pierre pour fermer sa grotte, ils sont épouvantés et se cachent. Mais l'homme à l'œil unique les aperçoit et leur demande de décliner leur identité. Ulysse ruse et ment en disant qu'ils ne sont que 12 et qu'ils n'ont plus de navire. Polyphème en saisit 2 et les écrase brutalement contre la terre. Il les démembre et en fait son repas, ne laissant aucun reste. Le lendemain, les hommes attendent que le géant sorte de son antre pour s'occuper de son animalerie. Ulysse ordonne de tailler un énorme bout de bois, aussi grand que le mât d'un navire, pour en faire un immense pieu. Ensuite, il le cache. Le soir, Polyphème retire la pierre massive qui bouche la sortie de sa grotte, y pénètre et la replace. Il saisit 2 autres des compagnons d'Ulysse pour en faire son dîner. Ulysse lui propose de boire du vin qu'il avait sur lui, en promettant à Polyphème de lui en ramener plus s'il laisse la vie sauve aux hommes. Il le resserre 3 fois et, une fois le cyclope en état d'ébriété, il demande à Ulysse son nom. Celui-ci lui répond que tout le monde l'appelle Personne.
Puis le cyclope s'endort comme une masse, porté dans les bras de Morphée par un doux état d'ébriété. Ayant saisi les pieux d'Olivier Aigu par le bout, ils l'enfoncèrent dans l'œil du cyclope. Et moi, appuyant dessus, je le tournai. Et le sang chaud en jaillissait, et la vapeur de la pupille ardente brûla ses paupières et son sourcil. La racine de l'œil frémissait, comme lorsqu'un forgeron plonge une grande hache ou une doloire dans l'eau froide et qu'elle crie, stridente, ce qui donne la force au fer. Polyphème hurle de douleur, ce qui attire l'attention d'autres cyclopes. Celui-ci lui demande pourquoi il bugle de cette manière et qui lui a causé du tort. Polyphème répond cette phrase que nous connaissons bien. « Oh, ami, qui me tue par ruse et non par force ? Personne !» Du coup, on le laisse tout seul puisque personne ne lui a fait de mal. Rusé, Ulysse. Et doublement rusé, puisqu'il a trouvé une technique pour enfin sortir de l'antre du cyclope. Comme celui-ci a ouvert l'entrée pour faire circuler ses animaux, les hommes se cachent en dessous des brebis mâles qui sont particulièrement couverts de laine. Ulysse se suspend au ventre d'un bœuf. Les animaux sortent un par un et Polyphème leur tâte le dos, loin de se douter qu'en fait ces prisonniers sont sous le ventre des bêtes. Ils peuvent ainsi retrouver leur navire sain et sauf, y remettre les bateaux à la flotte et lorsqu'ils sont suffisamment éloignés, Ulysse provoque Polyphème en lui révélant son vrai prénom. Alors Polyphème s'écrie « Entends-moi, Poséidon aux cheveux bleus, qui contient la terre. Si je suis ton fils, et si tu te glorifies d'être mon père, fais que le dévastateur de citadelle, Ulysse, fils de Laërte, et qui habite dans Ithaque, ne retourne jamais dans sa patrie. Mais si sa destinée est de revoir ses amis et de rentrer dans sa demeure bien construite et dans la terre de sa patrie, qu'il n'y parvienne que tardivement, après avoir perdu tous ses compagnons, et sur une nef étrangère, et qu'il souffre encore en arrivant dans sa demeure. » Du côté de Poséidon, son daron, ça n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Sans se douter qu'ils se sont mis un terrible dieu à dos, Ulysse et ses potes débarquent dans les îles éoliennes dont le roi est Éole et qui a marié ses enfants entre eux. Ils y resteront pendant 1 mois, de leur plein gré, car Éole est passionné par les récits d'Ulysse. Quand celui-ci lui annonce qu'il va être temps de partir, le roi lui offre une outre faite de peau de bœuf dans laquelle sont enfermés plusieurs vents, car il est le maître des vents. Puis il fait souffler le grand zéphyr afin que les matelots puissent avancer paisiblement dans la bonne direction. Au bout de 9 jours, Ithaque paraît à l'horizon. Ulysse, rompu de fatigue, décide de piquer un somme. Sauf que le contenu de la fameuse outre, c'est-à-dire les vents, en fait il est inconnu de ses compagnons. Ceux-ci y pensent que l'outre renferme de l'or, de l'argent, d'autres denrées rares. Alors, pour vérifier, ils ouvrent l'objet et tous les vents en jaillissent, ce qui déclenche une tempête d'une violence inouïe qui les ramène tout droit d'où ils viennent. Ils se retrouvent de nouveau dans le royaume d'Éole. Ulysse l'implore de l'aider à nouveau à rejoindre sa patrie, mais le roi ne l'entend pas de cette oreille. Selon lui, le comportement de ses poteaux vis-à-vis de l'outre, c'est une insolence sans pareille. Pire, en fait, c'est une offense aux dieux. Alors tout le monde doit dégager d'ici, Phissa. Ils repartent donc, et au bout d'une longue semaine, ils arrivent sur l'île de Lamos. Ils y découvrent bien un port, mais à part ça, pas de traces d'un peuple aux alentours. Ils voient néanmoins, au loin, de la fumée qui s'élève et qui trahit une présence humaine. Ulysse envoie alors 3 mecs en éclaireur dans cette direction afin de savoir qui vit sur cette île. Après avoir marché un certain temps, ils rencontrent Antiphatès, une jeune vierge qui les informe qu'elle est la princesse d'un peuple appelé les Lestrigons et qui les mène dans le palais de son père. Malheureusement, aussitôt rentré, l'un d'eux se fait dévorer par le mari d'Antiphatès. Les 2 autres, épouvantés, prennent leurs jambes à leur cou et retournent aux nefs. Le peuple des Lestrigons entier les poursuit, lançant des rochers qui écrasent des corps dans des râles d'agonie et transpercent les étrangers comme s'ils étaient de la viande pour brochette. Ulysse ne perd pas de temps à tenter de combattre car ils sont bien moins nombreux que les cannibales qui leur mettent une sacrée dérouillée. Alors il ordonne à ses compagnons de remonter sur son navire et il tranche d'un coup d'épée le câble qui le retient au port. De tous les bateaux de la flotte d'Ithaque, il ne reste que le sien. La mort dans l'âme, il quitte Lamos et son peuple cannibale, attristé par la mort brutale de tous leurs compagnons. Sans savoir où aller, il navigue encore et débarque sur l'île de Éea. Là encore, pas de signe de vie humaine, si ce n'est une fumée qui s'échappe de la forêt. Le roi d'Ithaque annonce à ses gus qu'on ira voir qui vit là-bas.
Les Gus en question sont pas joasses. La dernière fois qu'ils ont entendu cette phrase, ils ont vu leur pote se faire transformer en barbac. Ils se divisent néanmoins en 2 équipes, l'une menée par Ulysse et l'autre par Euryloque. On tire au sort pour savoir qui servira d'éclaireur. C'est Euryloque et sa team qui sont désignés. Dégoûtés, les 23 hommes partent à l'aventure. Ils arrivent vers une maisonnette où vit Circé, dont on dit qu'elle est une magicienne ou une sorcière, mais qui est surtout carrément une déesse, fille du dieu soleil Hélios. Autour de sa demeure, des lions et des loups errent, domestiqués, et ne s'attaquent point aux hommes. Elle sort les accueillir et les invite à se restaurer avec du vin, des fromages, du miel et du pain. Seul Euryloque refuse d'entrer, ayant senti qu'il y a anguille sous roche. Et heureusement, car le pain de Circé contient un poison qui fait tout oublier à quiconque le mange. Puis, elle frappe de sa baguette ensorcelée les malheureux et les transforme en porcs, puis les enferme dans la porcherie. Alors Euryloque, témoin de la scène, se précipite vers Ulysse pour lui raconter ce qu'il vient de se passer. Il implore son roi de fuir cette terre maudite, mais Ulysse n'est pas une poule mouillée et une nécessité inexorable le contraint à aller sauver la team porcine. Il s'éloigne de la mer et de son navire et commence à s'enfoncer dans la forêt. Là, Hermès vient le trouver et le prend par la main. Je te donnerai tous les mauvais desseins de Circé. Elle te préparera un breuvage et elle mettra les poisons dans le pain. Mais elle ne pourra te charmer car l'excellent remède que je te donnerai ne le permettra pas. Je vais te dire le reste. Quand Circé t'aura frappé de sa longue baguette, jette-toi sur elle, comme si tu voulais la tuer. Alors, pleine de crainte, elle t'invitera à coucher avec elle. Ne refuse point le lit d'une déesse, afin qu'elle délivre tes compagnons et qu'elle te traite toi-même avec bienveillance. Mais ordonne-lui de jurer par le grand serment des dieux heureux, afin qu'elle ne te tende aucune autre embûche, et que, t'ayant mis nu, elle ne t'enlève point ta virilité. Il lui remet le fameux remède, une plante qu'on nomme le molly. Encouragée, Ulysse prend le chemin de la demeure de Circé. Comme elle l'a fait avant avec ses comparses, elle l'invite chez elle et le fait s'asseoir avant de lui servir une coupe d'un breuvage mystérieux. Puis, comme prévu, elle le frappe de sa baguette et lui ordonne de rejoindre ses amis les cochons. Sauf que ça marche pas. Lorsqu'il dégaine son épée pour l'attaquer, elle se prosterne et lui demande de l'épargner et de la rejoindre sur son lit afin de s'unir. Ulysse lui répond en des termes plus élégants que les miens qu'elle se fout un peu de sa gueule là. Puis il accepte quand même. Il la fait jurer cependant qu'elle ne tentera rien contre lui. Elle sort appliquer un baume sur les cochons qui perdent leurs poils, leur queue en tire-bouchon, et qui reprennent forme humaine en plus jeunes, plus beaux et plus grands. En voyant ce que Ulysse a réussi à faire pour les sauver, il l'étreigne et pleure de joie, ce qui émeut la belle Circé. Elle lui dit de retourner au navire, de cacher leurs richesses et leurs armes dans une caverne et de revenir la voir. Ce qu'il fait. Quand l'équipe au grand complet se retrouve chez la déesse, elle leur sert à boire, à manger, les lave et leur offre de beaux manteaux. Vous notez que c'est vraiment un thème récurrent. Le soir venu, Ulysse lui rappelle sa promesse de ne faire de mal à personne et de les laisser partir. Circé consent sans la moindre reluctance, mais lui explique qu'il devra faire un crochet par les enfers avant de rentrer chez lui, afin d'aller consulter Tirésias le devin. Ulysse est complètement pris au dépourvu, lui qui ne sait pas et surtout qui ne veut pas y aller. Alors elle lui explique qu'il faudra naviguer sur l'océan jusqu'au bois sacré de Perséphone. Là-bas, il arrêtera le bateau et s'enfoncera dans un profond tourbillon jusqu'au royaume de Hadès. Là, au confluent de 2 fleuves, il faudra creuser une fosse et y faire des libations à tous les morts avec du lait mielleux, du vin doux, de l'eau et de la farine. Il devra ensuite sacrifier dans le monde souterrain 2 brebis pour attirer les morts avec leur sang. Il ne faudra permettre à aucune des âmes de boire le liquide vital avant que Tirésias ait expliqué comment rentrer à Ithaque. C'est parti donc. On retourne au navire qu'on traîne à la mer avant de prendre celle-ci. Il navigue encore et encore, porté par le vent. Quand les bornes de l'océan se font voir, il jette l'ancre et marche jusqu'au bois sacré de Perséphone. Là, comme Circé le lui a recommandé, Ulysse creuse un trou, fait des libations, prie les morts et égorge les bêtes qui servent de sacrifice pour Hadès et Perséphone. Les âmes des morts commencent à affluer, attirées par l'odeur du sang, en commençant par un de ses anciens compagnons, puis sa propre mère et enfin Tirésias. Ulysse recule pour que le devin puisse se repaître du sang des animaux, puis il prophétise la chose suivante. Tu désires un retour très facile, illustre Ulysse, mais un dieu te le rendra difficile, car je ne pense pas que celui qui entoure la terre apaise sa colère dans son cœur, et il est irrité, parce que tu as aveuglé son fils. Vous arriverez cependant
après avoir beaucoup souffert. Vous échapperez à la sombre mer, vous trouverez là, paissant, les bœufs et les gras troupeaux de Hélios qui voient et entendent tout. Si vous les laissez sains et saufs, si tu te souviens de ton retour, vous parviendrez tous dans Ithaque. Tu échapperas seul et tu reviendras misérablement, ayant perdu ta nef et tes compagnons sur une nef étrangère. Et tu trouveras le malheur dans ta demeure et des hommes orgueilleux qui consumeront tes richesses, recherchant ta femme et lui offrant des présents. Mais certes, tu te vengeras de leur outrage en arrivant. Et la douce mort te viendra de la mer et te tuera, consumé d'une heureuse vieillesse, tandis qu'autour de toi les peuples seront heureux. Ayant ainsi parlé, Tirésias se retire et d'innombrables âmes s'approchent du sacrifice afin d'en boire le sang versé et tailler le bout de gras avec Ulysse à propos soit de leur mort, soit de ceux qui leur ont survécu. Après un temps considérable passé à discutailler, Ulysse retourne sur son bateau et reprend la mer. Il retourne voir Circé qui lui explique la suite du voyage. Maintenant, il faut rencontrer le territoire des sirènes qui charment et envoûtent quiconque entend leur chant. Il faudra passer rapidement et bien se boucher les oreilles si on ne veut pas connaître une fin funeste. Le seul à pouvoir écouter, c'est Ulysse, mais à condition d'être solidement attaché debout contre le mât. Après ça, 2 choix s'offriront à lui, Scylla ou Charybde. Scylla est un monstre avec 12 pieds difformes, 6 coups et 6 têtes dotés d'une triple rangée de dents. Ce que Circé ne dit pas, c'est qu'à l'origine, Scylla, c'est une nymphe dont Circé était jalouse et qu'elle a changé du coup en abomination. Aucun marin n'a survécu au passage vers la caverne de Scylla, car ses têtes les enlèvent pour les engloutir. Et on peut pas trop s'en éloigner, car non loin de Scylla se trouve Charybde, un monstre tourbillon qui dévore goulûment l'eau avant de la dégueuler 3 fois par jour et de recommencer. Rien ne survit à Charybde. Si le navire devait se faire emporter dans ses remous, même Poséidon ne pourrait le sauver. Mieux vaut donc s'approcher de Scylla, car perdre 6 matelots est préférable à perdre l'équipage au grand complet. Mais Ulysse ne l'entend pas de cette oreille et ne veut perdre aucun de ses compagnons. Il demande à Circé s'il y a un moyen de combattre Scylla, mais c'est perdu d'avance. Le seul moyen de faire tourner le sort en sa faveur serait de prier Crataïs, la mère de Scylla, afin que celle-ci l'apaise le temps de passer. Ulysse est moyen content, mais il reprend la mer malgré tout, poussé par un vent favorable jusqu'au repère des sirènes. Avant de s'aventurer trop près, il ramollit de la cire dans ses mains pour en faire des bouchons d'oreilles à remettre à son équipage et demande, comme recommandé, à ce qu'on l'attache le plus solidement possible au mât du navire. Il peut donc entendre les voix enjôleuses des sirènes qui le provoquent à venir les écouter de plus près. Heureusement, 2 de ses compagnons se chargent de l'attacher encore plus solidement quand ils voient qu'Ulysse commence à tomber sous l'emprise des belles créatures. Enfin belles, tout est relatif. Il s'approche maintenant dangereusement de Charybde et Scylla. Ulysse ordonne de changer de cap pour se rapprocher de la caverne de Scylla, sans informer son équipage du terrible mal qui les guette. Il traverse le détroit qui sépare les 2 monstres, fasciné par Charybde qui engloutit l'eau de la mer dans un trou sans fond avant de la recracher dans un geyser qui ébouillanterait quiconque a le malheur d'être en dessous. Pendant qu'ils observent le phénomène, Ulysse oublie de prier la mère de Scylla et celle-ci profite de la diversion pour choper et dévorer 6 matelots. Terrifié, le navire s'éloigne le plus vite possible de ce danger et sans plus attendre, les survivants atteignent l'île de Hélios. Se souvenant des paroles que lui a dites Tirésias, Ulysse ordonne à ses comparses de ne pas accoster et de continuer à naviguer. Mais ceux-ci, rompus par la fatigue, la peur et le deuil, refusent de l'écouter et insistent pour se reposer car la nuit tombe. Ulysse leur fait donc jurer de ne toucher à aucun des bœufs du dieu Soleil. Ils acceptent et pendant tout un mois, ne sachant où aller, ils restent sur l'île à se reposer. Tant que les vivres ne manquent pas, tout se passe bien. Mais un mois c'est long et les stocks ne sont pas infinis. Ils se tournent d'abord vers la pêche et se nourrissent de poissons, mais restent quand même tourmentés par la faim. Ulysse décide de s'éloigner pour prier les dieux, qui font tomber sur ses yeux un doux sommeil. En son absence, son équipage affamé décide de sacrifier certains des bœufs de Hélios pour se sustenter, en promettant d'ériger un temple aux dieux rayonnants quand ils seront de retour à Ithaque. Ils se mettent donc à la tâche. Quand Ulysse se réveille, alerté par la douce odeur des barbecues, il accuse les dieux de l'avoir fait s'endormir pour provoquer sa perte. Et Hélios, témoin de la scène car il voit tout,
demande réparation pour l'outrage fait, car personne ne doit toucher un poil de ses bœufs précieux. Il menace d'aller étendre ses lumineux rayons dans le monde souterrain pour éclairer les morts si rien n'est fait. Alors Zeus, qui amasse les nuées, lui dit que sa vengeance sera mangée froide, car il attend que les matelots repartent en mer pour foudroyer leur navire. Au bout de 6 jours à Graille-la-Barbac, la décision est prise de repartir. Alors Zeus fait apparaître une nuée épaisse et l'eau devient d'un noir terrifiant. Et aussitôt Zéphyr, le vent d'ouest, souffle violemment et fait s'abattre le mât sur la poupe du navire où il brise le crâne du pilote. Sans leur laisser le moindre répit, Zeus lance de la foudre sur le navire qui tourbillonne à une vitesse telle que tous en sont éjectés, sauf Ulysse. Réitérant la technique de la corde, il s'attache de nouveau au bateau afin de rester dessus et subit la violence de la tempête. Celle-ci repousse le navire tout droit vers Charybde qui l'engloutit. Ulysse a juste le temps de s'accrocher à une branche de figuier qui pend au-dessus du gouffre et il attend patiemment que son vaisseau soit recraché. Il reste suspendu un moment à se sentir con jusqu'à ce qu'effectivement le bateau réapparaisse. Il se laisse tomber dessus, épuisé, et il est de nouveau emporté par les vents pendant 9 jours. Le 10e jour, il s'échoue sur l'île d'Ogygie où vit Calypso. La belle nymphe tombe sous son charme et le retient pendant très, très longtemps. La suite, on la connaît. Hermès intervient, Calypso laisse repartir Ulysse, il douille sa race, il arrive en Phéacie, dans le royaume du roi Alcinos, à qui il vient de raconter toute cette histoire. Et voilà pour l'instant. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci aux doubleurs d'avoir participé. Vraiment, je suis refaite. J'espère que ça vous a plu et que vous serez impatients d'entendre la suite qui arrive non pas le mois prochain, mais dans 15 jours. Sur ce, prenez soin de vous, c'est vraiment important. Abonnez-vous à Mythologie grecque décomplexée sur TikTok, YouTube et Instagram où je suis particulièrement active. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée. C'était Margot pour vous divertir. Ciao!